Algo que votre rapport, vous avez fini, vous pouvez s'arrêter. Rapport, ça reste, c'est fini. C'est bien.
Victorine, est-ce que vous pouvez me chercher un autre marqueur? Les noirs, là. C'était là. Et c'est tombé. Ah, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Répétez à mon écriture. Bon, donc, on va commencer tout de suite. Nous souhaitons la bienvenue à tous. Donc, aujourd'hui, on va parler du développement et surtout du sous-développement, des définitions et des mesures dans ce domaine. Donc, nous verrons dans ce chapitre le développement. Nous verrons dans ce chapitre, nous allons soulever ou enlever la confusion qui existe entre les concepts de développement et le sous-développement. Ensuite, mettre en lumière, en évidence, le concept du développement. Dans ce chapitre, nous définirons ce que signifie le concept de développement et de sous-développement.
en prenant soin. Bon, ils sont en ligne. Ils sont en ligne, chapitre 1, le titre, chapitre 1, développement et sous-développement, 2 points, définition et mesure. Ceux qui sont en ligne, et sous-développement. Développement. Okay. Développement. Développement. Bon, je vais épeler si vous voulez. 2 E accent aigu, V, E, L, O, 2 P. E, M, E, N, T. Ça, c'est pour me réveiller moi-même. Parce que développement et sous-développement. 2 points, définition et mesure. Donc, je répète, chapitre 1, développement et sous-développement. 2 points, définition et mesure. Dans ce chapitre, vous arrivez à lire? Oui, ouais, il faut écrire. Il faut écrire. Dans ce chapitre, parce que quand nous écrivons, ça va nous permettre de mieux capter, de mieux analyser. Moi, j'ai vu des élèves qui étudient, qui apprennent leurs leçons uniquement à l'écrivant. Quand j'étais en Russie, il y avait des malgaches à côté de nous. Nous, on était les. Chaque fois qu'elles apprennent, c'est des filles, il y avait un garçon aussi. Chaque fois qu'ils apprennent, ils écrivent. Peut-être parce que différents sens de l'organisme sont impliqués. Il y a la vue, il y a le toucher. Parce que j'ai déjà appris ma leçon de l'esclavage mais après, ça va rester pour longtemps parce que tu es focalisé sur ça. Tu ne passes même pas au truc parce que tu écris. Donc, si vous écrivez, quel qu'en soit, c'est votre écriture, quel qu'en soit, ça va rester. Mais si c'est pour écrire, ça va pas. Forcément. Donc, dans ce chose, la définition du développement et du sous-développement en prenant soin. Dans ce chapitre, nous exposerons la définition du développement. Nous exposerons la définition du
en prenant soin de lever, la confusion entre développement économique et croissance économique. Vous avez noté? Également, nous mettons en lumière les mesures. Pour les mesures entre parenthèses, anciennes et nouvelles, fermez la parenthèse, du concept de développement. Vous suivez. Nous mettons en lumière les mesures, entre parenthèses, anciennes et nouvelles, du concept de développement. Bon, maintenant, on va aller au chat. On va parler du développement. Le développement. On va parler du développement d'abord. Voilà. Grande principale là. Définition. 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 Selon Pérou, 1961, c'est un économiste français. Selon Pérou, le développement est la combinaison de changements mentaux. Selon Pérou, le développement est la combinaison de changements mentaux. Selon Pérou, le développement est la combinaison des changements mentaux qui la rendent apte.
Selon Perrault, le développement est la combinaison des changements mentaux. Bon, la définition est un peu difficile, mais c'est bon que vous sachiez quelles sont les personnes, les savants qui sont à l'origine des définitions. Ensuite, il y aura une autre définition plus simple. Mais ça, c'est juste pour connaître l'histoire qui est liée au concept de développement. Donc, c'est pourquoi c'est un peu difficile, parce que comme vous le savez, c'est des intellectuels, c'est des savants, donc ils sont censés faire des phrases assez élaborées. C'est pourquoi c'est un peu compliqué. Mais il y aura une autre définition plus simple. Donc, je disais selon Pérou, le développement est la combinaison des changements mentaux qui la rendent apte à faire croire cumulativement, 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 à faire croître cumulativement et durablement son produit réel et global. Cumulativement et durablement son produit réel et global. Point. Donc ici, si on regarde cette définition, si nous regardons cette définition, nous voyons qu'il y a deux mots qui sont importants ici. Faire croître son produit réel et global et de façon cumulative et durable. Donc, le développement, ça veut dire augmenter la richesse, faire croître la richesse, faire croître la production, le produit, et que ça soit cumulativement dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Et puis, c'est comme les résultats vont se poser les uns sur les autres. Ça, c'est cumulativement. Et durablement, ça veut dire que bon, ça va continuer. On ne peut pas être développé et dire que bon, on a beaucoup de richesses, on a beaucoup de choses aujourd'hui. Au bout de quelques années, hop, on n'a plus rien. Cette définition implique deux faits majeurs. Cette définition implique deux faits majeurs. Deux points à la ligne. Tirer ou bien une puce, un point, tirer. Si la croissance peut se réaliser sans forcément entraîner le développement, si la croissance peut se réaliser sans forcément entraîner le développement, entre parenthèses, partage inégalitaire, des richesses. Je vais écrire inégalitaire. Partage inégalitaire des richesses
des richesses. Oui. Virgule. Oui, dans la parenthèse, virgule. Capture. 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 Capture de fruits. Capture de fruits. Capture de fruits de la croissance. Capture de fruits de la croissance par une élite. Oui. De fruits. De fruits. De fruits de la croissance. De fruits de la croissance par une élite. Par une élite. Au détriment du reste de la population. Une élite. Vous connaissez élite? Élite. Élite, c'est les gens qui sont dans la société, qui occupent les grandes places, c'est-à-dire les riches, au détriment du reste de la population. N'est-ce pas? Donc ici, la phrase nous dit, si la croissance peut se réaliser sans forcément entraîner le développement. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une croissance de 10%, 6%, 8%, croissance économique, la production. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura le développement, parce que c'est quelques personnes seulement qui bénéficient de cette croissance. C'est-à-dire qui sont dans les sphères de l'État ou qui ont des contacts avec les gens qui sont au gouvernement, les grands commerçants, donc il se passe entre des marchés. Bien sûr, il y a une grande richesse qui est créée, mais forcément, ce n'est pas distribué. Ce n'est pas distribué parce qu'il y a le chômage, il y a le sous-emploi, il y a des problèmes dans le domaine de la santé, dans l'agriculture. C'est ça la différence entre développement et croissance économique. C'est-à-dire, si vous êtes développé, forcément, vous avez une certaine croissance. Mais si vous avez une croissance économique, ça ne veut pas dire que vous êtes développé. Parce que peut-être c'est quelques-uns qui captent. Alors, il y a le mot capture. Pour le fruit ici, c'est ce que l'on produit dans le pays. Les choses qu'on produit, qu'on vend, qui rapportent de l'argent. Donc, c'est une élite. Les gens qui sont souvent dans l'appareil d'État et leurs amis, leurs camarades qui ont des entreprises, c'est eux qui profitent, qui capturent. Donc, c'est pourquoi il y a cette différence entre le développement économique et la croissance économique. Bon, la phrase n'était pas finie, hein? Vous fermez la parenthèse. Point. Point. Il y a tout de même une forte interdépendance entre croissance et développement. Non, c'est le premier fait, mais juste vous fermez la parenthèse et une nouvelle phrase commence. Il y a tout de même une forte interdépendance entre croissance
Oui, une forte interdépendance une forte interdépendance entre croissance et développement. Fatigué. OK. Une forte interdépendance entre croissance et développement, en ce sens que le développement est source de croissance. En ce sens que le développement est source de croissance. Donc, on va résumer ce fait majeur. En ce sens que le développement source de croissance. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Lui, il a mis en exergue ce fait majeur. Il a dit que le développement est différent de la croissance économique. Pourquoi? Parce que même s'il y a croissance économique, peut-être que ça ne profite pas à toute la population. C'est une élite qui est là, qui a mis les règles à son propre profit, qui profite, qui capture cette croissance. Donc, le reste de la population peut ne pas être développé. Et il ajoute en disant que, mais quand même, il y a une dépendance entre ces deux concepts. Il y a une dépendance entre la croissance économique et le développement économique parce que le développement est source de croissance. C'est source de croissance. Bon, deuxième point. Deuxième point, le développement est un processus de long terme. Le développement est un processus de long terme qui a des effets durables. Le développement est un processus de long terme qui a des effets durables. Donc, une brève période de croissance économique ne peut être assimilée au développement. Donc, oui, ajoutez ça, s'il vous plaît. Donc, une brève période de croissance économique ne peut être assimilée au développement. De croissance économique ne peut être assimilée au développement. Bon. Vous avez écrit ça, vous avez noté? Le développement
Le développement est un phénomène qualitatif. Le développement est un phénomène qualitatif de transformation sociétale. Le développement est un phénomène qualitatif de transformation sociétale, alors que la croissance économique, est seulement un phénomène quantitatif. Un phénomène quantitatif. Un phénomène quantitatif d'accumulation de richesses. Bon, cette dernière phrase, est-ce que vous l'avez compris? N'est-ce pas? Le développement. Oui. Voilà, qui comprend ça? Qui peut nous expliquer ça? Qui peut donner son point de vue? Voilà, qualité, oui. Et concernant la croissance économique, on parle de quantité, c'est pas. Voilà. Donc ici, quand on parle de phénomène qualitatif de transformation de la société, ça veut dire que la société, les habitants de cet endroit bénéficient de beaucoup de choses en ce qui concerne les biens matériels. Par exemple, avec le développement, ça agit sur tout, sur l'alimentation, sur la santé, sur l'habitat, sur même les loisirs. C'est pourquoi il y a des critères ou bien des indicateurs qu'on a vus à la pauvreté, c'est-à-dire indice humain de développement, ou bien même mortalité infantile, tout ça, niveau de revenus. Parce que même la mortalité infantile, ça montre le niveau de développement. Dans les pays développés, c'est 5 pour 1000, 5 enfants pour 1000. Mais dans nos pays, bon, j'ai lu hier, Sénégal, c'est 47 pour 1000 ou bien 37 pour 1000. Le Sénégal a encore un bon score. Il y a d'autres pays africains qui sont jusqu'à 80 pour 1000. Donc, pour le développement, ça englobe le bien-être de la population dans tous les domaines. Mais maintenant, en ce qui concerne le deuxième concept, ça c'est quantitatif. C'est-à-dire on a juste compté bon, toutes les entreprises qui sont dans ce pays. Par exemple, pour calculer le PIB, produit intérieur brut, donc toutes les entreprises, que ce soit des entreprises étrangères ou des entreprises domestiques, produisent tant de richesses. Donc, ce n'est que des chiffres. Et si on compte, si on se remémore que dans un grand pan important du secteur économique sénégalais est contrôlé par les étrangers, par exemple, les services, la téléphonie et tout, ou bien les banques, c'est des étrangers qui contrôlent. Donc, même si ça, ils créent par an 6% de croissance, c'est sûr que l'argent, ça part ailleurs. Ça part ailleurs. Même les mines, tout ça, l'argent, ça part ailleurs. Donc, c'est ça la différence, quoi. La différence pour ce qui est de la croissance, c'est juste des chiffres.
qui souvent ne reflètent pas le développement réel. Parce que les chiffres, bien sûr, c'est de grands capitaux qui sont dégagés, mais cet argent n'est pas distribué équitablement. Alors que le développement, on va parler de tout. On va parler de l'alimentation, on va parler de l'habitat, des commodités qui sont dans l'habitat, par exemple l'accès à l'eau potable, l'accès à l'assainissement, l'accès à l'énergie, le courant, le gaz, tout ça, ça fait partie du développement. Donc, c'est ça la différence. Bon, on va continuer en parlant du PNUD. Le PNUD propose ainsi 4 critères pour mesurer le niveau de développement d'un pays. Le PNUD. PNUD. Programme des Nations Unies pour le développement africain. Le PNUD, oui. Oui. Voilà. Donc, le PNUD propose 4 critères. Le PNUD propose 4 critères pour mesurer le niveau de développement d'un pays. 2 points. 4 critères pour mesurer le niveau de développement d'un pays. Le PNUD propose 4 critères pour mesurer le niveau de développement d'un pays. Deux points. La productivité. La productivité. Bon, en principe, vous pouvez aller à la ligne, faire un tiré. La productivité qui permet d'enclencher le processus d'accumulation. La productivité qui permet d'enclencher enclencher le processus d'accumulation. Ça, c'est très important pour se développer. Il faut avoir d'abord une certaine masse d'argent pour pouvoir investir. Qui permet d'enclencher le processus d'accumulation, tirer à la ligne d'accumulation. Je vais prononcer distinctement accumulation. Qui permet d'enclencher le processus d'accumulation. Point à la ligne tirée, la justice sociale. La justice sociale. Justice sociale. Qui dit que les richesses doivent être partagées. La justice sociale qui dit que les richesses doivent être partagées. Vous avez noté la justice sociale qui dit que les richesses doivent être partagées. C'est important. Point à la ligne. Troisième tiré. Troisième tiré. La durabilité.
La durabilité qui traduit que les générations futures doivent être prises en compte. Et le quatrième critère, qui traduit que la génération future, ou bien les générations futures doivent être prises en compte. Ça met l'accent sur la préservation des écosystèmes, de ne pas gaspiller, voilà, de ne pas gaspiller toutes les ressources naturelles. Et même si on a une grande rentrée d'argent, il faut penser aux générations futures. Et en dernier, c'était l'action des populations. L'action des populations. L'action des populations. L'action des populations. Oui. Comme les points tirés, mais à la ligne. L'action des populations. L'action des populations. Qui signifie que le développement, doit être engendré, qui signifie que le développement doit être engendré par la population elle-même et non par une aide extérieure. Qui signifie que le développement doit être engendré par la population elle-même et non par une aide extérieure. Bon, donc, pour vraiment résumer le concept du développement, le PNUD a donné 4 critères. Le premier critère, la productivité. Ça, c'est pour accumuler. La justice sociale, il faut partager. Durabilité, penser aux générations futures. Et le dernier, c'est l'action des populations. Vous avez écrit quoi? L'action, hein? L'action des populations. C'est-à-dire le développement doit être engendré par la population elle-même. Parce que si c'est à partir d'une aide extérieure, il ne peut pas connaître exactement nos problèmes. Donc, c'est ce que vous faites ici avec le développement local, c'est à partir du bas pour le monde. Bon. Je pense on va sauter tous les restes. Bon, on va aller au sous-développement. Parce que bon, on pouvait expliquer d'autres savants. Mais on va au sous-développement. Hein?
sous-développement. Définition. Bon, je vais faire avec les annotations. Je vais faire les différentes applications différentes applications origine, l'origine du concept. Origine et contexte. Ça, c'est l'histoire, l'historique. On va parler de l'histoire du concept de définition du sous-développement. Bon, la notion de pays sous-développé, la notion de pays sous-développé a été utilisée pour la première fois. La notion de pays sous-développé. Donc, ceux qui sont en ligne, nous sommes au chapitre 2, sous-développement. Bon, ou bien, petit 2, sous-développement, définition, 2.1, 2.1, les différentes applications, origine et contexte. Donc, la notion de sous-développement a été utilisée pour la première fois par le président Harry Truman. Harry Truman, bon, si c'est en anglais, c'est comme ça. Harry. Harry Truman a été utilisé pour la première fois par le président Harry Truman en 1949. En 1949. C'est 3 ans et 4 ans après la Deuxième Guerre mondiale. Harry Truman, pour justifier l'aide, apportée aux pays pauvres, par les USA, les États-Unis. Pour justifier l'aide apportée aux pays pauvres par les USA en vue de lutter contre le communisme.
Alors, Ah, c'est la musique pour... voilà. En vue de lutter contre l'expansion du communisme. Point, c'est dans un contexte de bipolarisme du monde que naît c'est dans un contexte de bipolarisme que naît le verbe naître quoi, N-A-I-T, que naît les appellations des pays pauvres. Que naît l'appellation des pays pauvres. Donc maintenant, Harry Truman, à ce moment, il y avait deux blocs qui s'affrontaient. Il y avait le bloc bon, ceux du groupe. Vous suivez? Donc, juste après la fin de la guerre mondiale, la seconde guerre mondiale, il y avait deux blocs qui s'affrontaient. Il y avait le bloc capitaliste et le bloc socialiste. Bon, ils ne s'affrontaient pas frontalement, mais par pays interposés. Donc maintenant, les USA, pour contrecarrer de l'Union soviétique, a aidé beaucoup de pays, surtout les pays asiatiques, le Vietnam, le Cambodge, tout ça. Mais pour désigner ces pays-là, ces pays pauvres, il a dit que c'est le pays sous-développé. Voilà, donc pour lui, nous sommes sous-développés. Et c'est lui qui, pour la première fois, a utilisé ce terme. Bon, on va s'arrêter là. Et on va faire une pause. C'est la pause.
Donc, vous voyez, les différents. Oui, on continue. On continue. En 1952, l'économiste Solvis, c'était en français, l'économiste français Solvis utilise la notion de tiers-monde. Solvis utilise la notion de tiers-monde. Tiers-monde, vous connaissez, hein? La notion de tiers-monde pour qualifier les pays sous-développés. Pour qualifier les pays sous-développés, point. Point. Dans les années 70, l'ONU avance celle des pays en voie de développement. Pronom, c'est un pronom personnel, celle. Dans les années 70, celle des pays en voie de développement, entre parenthèses, PVD. Celle des pays, c'est-à-dire la notion des pays en voie de développement. Celle des pays. Dans les années 70.
Dans les années 70, l'ONU avance. Celle des pays en voie de développement. Entre parenthèses, PVD. PVD, car la notion de sous-développement car la notion de pays sous-développé, car la notion de pays sous-développé, car la notion de pays sous-développé la notion de pays sous-développé est jugée stigmatisant. La notion de pays sous-développé est jugée stigmatisant. Stigmatisant. Bon, on dit stigmatisant. Ça va être un adverbe. Ou bien c'est un adjectif. Stigmatisant. Stigmatisant. C'est une notion. Grammaire. Bon, ici, dans le cours, il n'y a pas de verbe. Je pense que vous devez l'avoir. Stigmatisant, ça veut dire insultant, ou bien quelque chose comme ça. Il ne veut pas être appelé pays sous-développé. Bon point. Dans les années 80, s'impose l'appellation pays en développement. Bon, ça, c'est juste les appellations. C'est pour que vous connaissiez l'histoire de tout ça. Bon, il y a une autre notion que je vais dire. Bon, vous pouvez ne pas l'écrire. Il y a cette notion aussi de pays du Sud. N'est-ce pas? Vous avez entendu ça? Pays du Sud. Ça insiste surtout sur la localisation géographique. Parce que l'Europe, l'Amérique du Nord, en contradiction, ou en opposition avec les pays africains, asiatiques, pays du Sud. Ça, il faut peut-être ne pas noter, mais vous gardez juste en tête. Bon, le tout dernier concept, plus récemment est née la notion de pays émergent. Donc, plus récemment est née la notion de pays émergent. La notion de pays émergent, plus récemment est née la notion de pays émergent qui insiste, pays émergent, émergent, qui ne suit pas. Tu arrêtes où? Dans les années 80, s'impose l'appellation de pays en développement. Pays en développement.
entre parenthèses, PED. Qui impose l'appellation de pays émergents. L'appellation de pays en développement, plutôt. Donc, ça, je vous explique juste, si vous voulez pas noter. C'est-à-dire, cette appellation, ça traduit le processus du progrès économique et social dans lequel ces pays sont émergents. Donc, je disais, plus récemment est née la notion de pays émergent qui nécessite, qui insiste sur le caractère imminent du développement. Qui insiste sur le caractère imminent du développement des pays. Point. Bon, on laisse maintenant le concept d'histoire. C'est trop long, fatigant, difficile à écrire. Qui insiste sur le caractère imminent du développement. Bon, le Sénégal a initié un programme. Voilà, donc si on atteint ce stade, ça veut dire qu'on est presque arrivé au développement. Sur le caractère imminent du développement. Bon, maintenant, on va passer au développement proprement dit. Non, à la définition du sous-développement proprement dit. La définition du sous-développement. Maintenant, on va arrêter. Ça, c'est le processus qui a entraîné, qui a abouti à la définition du mot sous-développement. Maintenant, on va parler de la définition à proprement parler. Donc, la définition, définition du sous-développement. Qu'est-ce que le sous-développement? Définition du sous-développement. Un pays sous-développé est un pays qui connaît des empêchements,
qui connaît des empêchements au processus de développement. Est un pays qui connaît des empêchements. Qui connaît des empêchements. Qui connaît des empêchements au processus de développement. Au processus de développement, en particulier l'industrialisation. Au processus de développement, en particulier l'industrialisation. Donc, le développement, c'est un processus. Il y a des empêchements, il y a des blocages. Mais surtout, au niveau de l'industrialisation. C'est si on n'a pas d'industrie, c'est difficile de créer beaucoup de richesses. Donc, est-ce que vous avez noté cette définition? Bon, il y a une longue phrase aussi que je voulais vous lire. Lever ces blocages par des stratégies de développement. Non, point. Une autre phrase. Lever ces empêchements, mais ces blocages, lever ces blocages par des stratégies de développement, par des stratégies de développement par des stratégies de développement basées sur l'industrialisation et la sortie de la spécialisation agricole et la sortie de la spécialisation agricole permettrait de sortir du sous-développement. Donc, un pays sous-développé est un pays qui connaît des blocages dans le processus de développement. Et ce blocage se situe surtout au niveau de l'industrialisation. Donc, si on arrive à lever ces blocages par des stratégies de développement qui sont basées sur l'industrialisation, c'est-à-dire si on arrive à développer l'industrialisation et aussi à sortir de la spécialisation agricole, cela permettrait de sortir du développement. Donc, en général, les pays sous-développés sont spécialisés dans la production agricole. Leur économie est basée sur l'agriculture. Exemple, ici, il y a l'arachide. Si vous prenez la Côte d'Ivoire, là, c'est le café et le cacao. La Côte d'Ivoire est très producteur en café dans le monde entier. Donc, nous,
En Afrique, ici, on est surtout spécialisé dans une économie basée sur l'agriculture. On exporte tout. Imaginez que c'est tout récemment que la Côte d'Ivoire a mis en place une usine qui transporte seulement 10% de la production en café et en cacao, alors que le café et le cacao sont très prisés un peu partout, surtout dans les pays développés. Mais le sous-développement ne peut se réduire du seul critère, mais le sous-développement ne peut se réduire du seul critère de sous-industrialisation. Ça veut dire que le sous-développement ne se réduit pas seulement au critère de sous-industrialisation. Réduire juste au critère de sous-industrialisation. Sous-industrialisation, ça veut dire manque d'industrie. Un pays sous-développé est un pays où les besoins fondamentaux de l'homme ne sont pas couverts. Un pays sous-développé est un pays où les besoins fondamentaux de l'homme ne sont pas couverts. Un pays sous-développé est un pays où les besoins fondamentaux de l'homme ne sont pas couverts. Où les besoins fondamentaux de l'homme ne sont pas couverts. Entre parenthèses, on va citer ces besoins, c'est alimentation, sécurité, santé, éducation. Bon, selon Sylvie Brunel, selon Sylvie Brunel, le sous-développement à Brunel, le sous-développement, c'est un seul N. Selon Sylvie Brunel, le sous-développement se manifeste par 4 critères. Selon Sylvie Brunel, le sous-développement se manifeste par 4 critères.
par 4 critères. Donc, on va citer les 4 critères. Vous avez mis par 4 critères 2 points. Tirer une pauvreté de masse. Une pauvreté de masse. Une pauvreté de masse. À la ligne tirée, de fortes inégalités. De fortes inégalités. De fortes inégalités. L'insécurité, l'insécurité environnementale, virgule, sanitaire, virgule, politique, et sociale. Social. Donc ici, vous voyez les critères qui caractérisent les pays sous-développés, il y a une forte inégalité. C'est ça. Une de masse, deux équilibres, forte inégalité, trois équilibres, insécurité environnementale, sécurité politique et la famille. L'insécurité environnementale, une pauvreté de masse, on l'a mis, hein? Oui. Forte inégalité, l'exclusion, j'ai sauté ça, l'exclusion du commerce international. L'exclusion du commerce international, l'exclusion du commerce international et des connaissances scientifiques internationales. Donc, c'est ça. Premièrement, il y a une pauvreté de masse. Il y a beaucoup de pauvres. C'est près de la moitié de la population. Ensuite, il y a des inégalités. Ça revient pratiquement à la même. L'exclusion du commerce international. Par exemple, l'Afrique, avec tout le potentiel que nous avons, avec tous les pays que compose l'Afrique, l'Afrique détient seulement à peu près 4%, ou bien même moins, 3% dans le commerce international. Donc, c'est sûr qu'on a pratiquement rien. Alors que nous avons beaucoup de ressources. Ensuite, les connaissances scientifiques internationales. Bon, si on a les connaissances, en tout cas, on les applique rarement, on ne les applique pas beaucoup. Ensuite, il y a l'insécurité environnementale. Vous avez vu la désertification et tous les problèmes que les pays sous-développés rencontrent.
Il y a l'insécurité sanitaire, il y a beaucoup de maladies, beaucoup d'épidémies, des choses comme ça. Ici, au Sénégal, ça va. Ici, le climat est tel que c'est assez frais et sec. Il ne pleut pas beaucoup. Mais dans les pays de l'Afrique centrale tropicale, ils ont tellement d'humidité, au Congo par exemple, que le paludisme tue beaucoup de personnes là. Le paludisme, et puis il y a beaucoup de maladies qui font surface. Et voilà, l'insécurité politique, les coups d'État, les guerres, l'insécurité sociale, bon, il y a une forte propension au chômage au niveau des jeunes, donc il y a souvent des grèves, et ensuite il y a des antagonismes au niveau social. Bon, des pays en développement. Les caractéristiques des pays en développement. Caractéristiques des pays en développement. Voir la structure économique ou bien les structures économiques, les structures économiques et sociales sont désarticulées. Structure sociale désarticulées. La structure sociale et économique, la structure sociale et économique des pays, bon, il faut abrévier PE2, pays en développement, la structure sociale et économique des PE2, pays en développement, constitue un obstacle à leur développement. Constitue un obstacle à leur développement. Les pays en voie de développement, abrévié PE2, constitue un obstacle à leur développement. Constitue un obstacle à leur développement. Entre parenthèses, économie agraire. L'économie agraire, virgule, état faible, état, l'État, non, l'État du Sénégal, l'État, voilà, l'État faible,
État faible, virgule, structure sociale, structure sociale inégalitaire. Sociale inégalitaire. Donc, vraiment, la façon dont l'économie est structurée, l'économie est organisée, constitue vraiment un obstacle au développement de ces pays parce que leur économie est basée sur l'agriculture. Ensuite, l'État est faible. Bon, l'État n'arrive pas à assurer son droit régalien sur tous les territoires. Si vous prenez beaucoup de pays sous-développés africains, dans une grande partie des régions périphériques, l'État n'existe pas. Ou bien même si l'État existe là-bas, l'État pratiquement n'investit pas grand-chose. Tout est focalisé en général dans les capitales. Bon, moi, j'ai voyagé pendant l'hivernage, j'étais allé à Kédougou, puis j'ai traversé le fleuve pour aller même jusqu'au Mali. Mais j'ai vu que, oh là là, sur la route, ce que j'ai vu, au début, tu ne vois rien. Tu ne sais même pas qu'il y a des gens qui habitent là, dans certains endroits. Dans certains endroits, c'est des maisons en paille. Mais là, pour moi, c'est même pas très grave. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'espace, c'est vrai, mais tout est couvert d'herbes, de mauvaises herbes. Tu ne sais même pas si tu passes par là-bas, tu pourrais être mordu par un serpent. Je vous l'assure, serpent. Parce qu'il n'y a que des serpents. Mais Tamba est mieux élevé. Je pense que même Kédougou est pire que Tamba. Je ne suis pas allé à Kédougou, c'est terrible. Et puis dans le village où on était, on voit que les personnes ne bénéficient pas de l'aide de l'État. Chacun se débrouille. Carrément, carrément. Donc, les États sont absents.